Aimé Henri Colombidier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, appelait, on se rappelle, le 17 septembre 2014 à Daoukro, sa ville natale, à soutenir la candidature unique d'Alassane Dramane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Nzoueba, comme on l'appelle, renonçait ainsi de fait, contre toute attente, à présenter un candidat du PDCI à cette importante échéance électorale. 3 ans après cet appel que certains ont qualifié d'historique, et c'est un secret de Polichinelle, le Rassemblement des Républicains veut se maintenir au pouvoir. Il ne veut donc pas faire la passe en 2020 à son bienfaiteur de partenaire. Et dans ce mariage de raison PDCI-RDR, les deux conjoints sont visiblement en instance de divorce et font chambre à part depuis plusieurs mois, même s'ils se flattent par dépit amoureux avec des discours de convenance. L'un a parlé au congrès ordinaire de son parti le 10 septembre dernier et l'autre au cours de la célébration de son appel le 17 septembre à Daoukro, sa ville natale. Dans des discours fleuves et diplomatiques où la langue de bois est de rigueur, ils évitent soigneusement de parler clairement de deux vrais problèmes, à savoir l'alternance en 2020 avec une candidature unique du PDCI et la probable candidature de Ouattara à l'élection présidentielle. Les deux conjoints qui jouent à un jeu de cache-cache parlent de parti unifié alors qu'ils sont en instance de divorce avec ces deux problèmes de fond. La logique voudrait que ces deux questions fondamentales soient réglées avant de parler de parti unifié et de reprendre peut-être une vie normale dans la maison commune RHDP qui est censée incarner les idéaux de Félix Houphouët-Boigny. Le moment est peut-être venu pour le parti qu'il a créé de consommer ce divorce et relever le défi de sa vraie résurrection. Le PDCI-RDA, qui est à la base le creuset de tous les courants de pensée des Ivoiriens, a la responsabilité historique de réunir autour de la mère patrie la Côte d'Ivoire malade, tous ses enfants légitimes, quel que soit leur parti politique et leur ethnie, pour amorcer une vraie réconciliation nationale avec tous les prisonniers d'ici et d'ailleurs libérés et avec aussi le retour au pays des exilés. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents à New York pour prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies. La grande messe diplomatique est dominée cette année par les tensions avec la Corée du Nord, la Syrie, l'épée de Damoclès planant sur l'accord nucléaire iranien, le réchauffement climatique, les flux migratoires et la cybercriminalité. Ce rendez-vous annuel au cours duquel la réforme de la machine onusienne devrait également être abordée est une première pour le président américain Donald Trump, son homologue français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres qui ont tous les trois pris leurs fonctions cette année. Justement, à l'ouverture du débat général, le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décrit un monde en difficulté où les êtres humains souffrent et la colère gronde. Il a appelé les États membres de cette instance internationale à agir pour faire régner la paix dans le monde. Au Togo, la réforme constitutionnelle ne pourra être votée que par un référendum populaire. L'Assemblée s'est réunie en session plénière le 19 septembre dernier pour examiner le projet du gouvernement. Un texte qui prévoit entre autres la limitation à 2 de la durée du mandat présidentiel. L'opposition, qui demande que le texte soit plus précis, dénonce la non-rétroactivité de cette mesure. Elle a justement boycotté la session parlementaire parce que les amendements qu'elle a déposés en commission n'ont pas été pris en compte. Conséquence directe, le parti de Faure Gnassingbé et Yadema n'a pas pu avoir les 4/5 des voix pour voter le projet. Il faudra donc attendre un référendum pour oui ou non le valider.
En attendant, l'opposition durcit le ton et demande maintenant le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé et Eyadema. Dans les jours à venir, elle projette des manifestations d'envergure dans tout le pays. L'opposition dénonce la mauvaise volonté du pouvoir d'entamer de vraies réformes et souhaite toujours le retour à la Constitution de 1992 qui pourrait entraîner automatiquement, selon certains observateurs politiques, le départ du pouvoir du fils du général Eyadema. La raison est qu'il est écrit noir sur blanc dans cette loi fondamentale de 1992 et je cite « Nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Fin de citation. À bas le franc CFA, c'était le slogan samedi 16 septembre dernier en région parisienne des partisans du franco-béninois Kémy Séba, activiste politique et président de l'ONG Urgence panafricaniste. Ils étaient plus de 1500 personnes à déferler sur le lieu du meeting, devenu trop petit pour la circonstance. Ils manifestaient ainsi leur soutien au président de l'ONG Urgence panafricaniste suite à son expulsion du Sénégal où il avait été emprisonné pour avoir brûlé symboliquement un billet de 5000 francs CFA. Le mot d'ordre était clair, user de toutes les formes de pression populaire pour aboutir à la suppression pure et simple du franc CFA des territoires africains sous tutelle économique et financière de la France. Kémy Séba était soutenu pour l'occasion par des experts en matière monétaire, notamment le professeur Nicolas Agbourou. Ils ont rassuré le public sur la mort prochaine du franc CFA en Afrique. La police ivoirienne a tiré des gaz lacrymogènes le 18 septembre dernier sur des étudiants qui manifestaient à Abidjan contre une hausse abusive des frais d'inscription pour la rentrée. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés avaient déjà eu lieu le 13 septembre pour les mêmes raisons. À Cocody, quartier qui abrite l'université Félix Houphouët-Boigny et ses campus, la police a lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des jets d'eau pour disperser les étudiants qui ont mis en place des barrages et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Notons que l'inscription scolaire en Côte d'Ivoire se fait en ligne depuis quelques années et s'élève à 3 000 francs CFA pour les écoles privées et 6 000 francs CFA pour les établissements publics. Mais en plus, les élèves doivent s'acquitter d'autres frais pour le compte des comités de gestion des établissements scolaires publics. COGES, la FECI juge ces frais exorbitants et injustifiés. Le Mexique a été très durement touché par un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Ce tremblement de terre a fait 219 morts le 19 septembre dernier. Un jour maudit pour le Mexique. Justement, on se rappelle que le 19 septembre 1985, un autre tremblement de terre avait fait près de 10 000 morts. Aujourd'hui, le bilan humain reste encore lourd, avec ces 219 personnes tuées. Des centaines de municipalités proches de la capitale Mexico, dans le centre du pays, sont énormément affectées par le désastre. Au total, 3,8 millions de Mexicains n'ont plus d'électricité. Les images de la catastrophe naturelle montrent bien l'ampleur des dégâts. Le tremblement de terre a fait s'effondrer des dizaines d'immeubles. La ville de Mexico est complètement plongée dans le chaos. Il faut rappeler que le Mexique se situe géographiquement dans une zone d'activité sismique intense sur la plaque tectonique des Cocos. Notons que plus d'une trentaine de séismes ont touché ce pays entre 1900 et 1978 avec une magnitude de plus de 7 sur l'échelle de Richter. Les Rohingyas sont un peuple indo-arien, comme en atteste leur langue. Leur présence dans l'état d'Arakan, à l'ouest de la Birmanie, est, selon des sources concordantes, au moins antérieure au 8e siècle. Ils auraient été mêlés au cours de leur évolution aux peuples arabes, mongols, turcs, bengalis, voire même portugais, et se sont convertis à l'islam tardivement au 15e siècle.
De 1824 à 1826, lors de la première guerre entre l'Empire britannique et la Birmanie, les Rohingyas sont supplétifs dans l'armée britannique et considérés comme des traîtres par les indépendantistes birmans. Après la Seconde Guerre mondiale, ils soutiennent encore les colons anglais face aux Birmans qui ne leur pardonneront jamais ce qu'ils jugent comme une trahison. En 1948, quand la Birmanie devient indépendante, les Rohingyas sont alors rejetés et persécutés en guise de punition pour leur soutien à l'envahisseur anglais. Le gouvernement birman estime d'ailleurs qu'ils seraient arrivés au moment de la colonisation britannique et les ont toujours considérés comme des immigrants légaux bangladais dans leur propre pays. En 1982, une loi leur retire d'ailleurs la citoyenneté birmane après plus de 30 ans d'exaction. Ils ne sont plus qu'1 million dans un pays de plus de 51 millions d'habitants à majorité bouddhiste. En ce moment même, 313 000 personnes de la minorité musulmane Rohingya ont fui la Birmanie ces 2 dernières semaines pour se réfugier au Bangladesh. Au fil de leur histoire, au fil de leur récit, se dessine une politique systématique de nettoyage ethnique entamée il y a plusieurs années dans la province de l'Arakan à majorité bouddhiste. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.